Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Rétrospective et prospective de Raise. Clara Guémard et Gonzague de Blinière, cofondateurs de Raise. On s'est dit, on va créer un fonds de dotation qui va s'occuper du 2-5 ans avec un financement majeur qui est un prêt d'honneur à 100 000 euros, à taux zéro, 2 ans de différé, qui soit vraiment un peu game changer et qui permet de tenir le temps de faire les levées. Et surtout, énormément d'accompagnement. Il y a aussi des petites règles qu'on s'est fixées. C'est que tous les matins, on prend 10 minutes, un quart d'heure, tous les deux, pour se parler de tout. Alors ça peut être aussi les week-ends avec les petits-enfants, parce qu'on est tous les deux des grands-parents. Mais ça peut être aussi, tu m'as énervé hier parce que t'as trop parlé, ou j'ai pas assez parlé, ou est-ce que tu crois que... Enfin bref, mais c'est un rituel fondamental. Voilà. De pas commencer une journée, quand on est ensemble, ou quand on s'appelle, avec les 10 minutes de mise à zéro. C'est avec une très grande joie que j'ai rejoint Clara et Gonzague au siège de Raise pour nous poser et faire un retour en arrière sur les 10 dernières années de cet écosystème assez unique. J'ai été frappée par la conviction de ces deux entrepreneurs et la vigueur qu'ils ont eu à se lancer dans cette aventure après avoir déjà brillé l'un comme l'autre dans leur carrière professionnelle. Vous verrez comment Raise met la générosité au cœur de sa démarche et relie le monde associatif au monde de l'investissement et aux grandes entreprises. Nous nous sommes attardés sur certains projets comme Investir pour l'enfance où Raise est parvenu à lever 40 millions d'euros en quelques mois. Cette capacité à entraîner, à démontrer que mettre de la générosité dans le business apporte à tout le monde est assez unique. Nous parlons de la capillarité de leurs initiatives auprès des grands groupes et des projets de demain. Un épisode très inspirant avec au cœur de notre discussion la parité et le sens. Bonne écoute à tous. Bonjour Clara et Gonzague, merci beaucoup de m'accueillir chez Raise. Bonjour. Bonjour. Alors, hyper heureuse de faire avec vous cet épisode un peu spécial pour couvrir les 10 ans, un peu de rétrospective de votre aventure avec Raise. J'aurais aimé que vous vous présentiez à notre audience avant qu'on commence, s'il vous plaît. Alors moi, je m'appelle Clara Guémard et je suis cofondatrice de Raise avec Gonzague. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait ce podcast à deux, parce que pour nous, c'est très important de montrer que diriger une entreprise à deux, c'est quelque chose qui rend la vie plus facile et la croissance de l'entreprise plus performante. J'ai travaillé dans le public, j'ai été haut fonctionnaire. Ensuite, j'ai dirigé une grande entreprise américaine et j'ai rencontré Gonzague et on a eu tous les deux envie d'être des acteurs de l'avenir et de demain et de devenir des pionniers de la finance engagée. Parfait, Gonzague. Donc moi, je m'appelle Gonzague de Blinière, j'ai donc 68 ans. Et en fait, j'ai rencontré Clara et j'ai découvert, à l'occasion de cette rencontre, que j'avais un point commun avec elle, que j'avais un peu envie de changer le monde. Et c'est ça qui nous a fait créer cette étincelle magique et cette danse à deux depuis 10 ans maintenant, qui a été la création de Raise. Moi, j'ai toujours été un investisseur engagé dans le monde des entreprises non cotées et aussi engagé dans des actions comme le réseau Entreprendre, comme l'Agence pour le droit à l'initiative économique, et j'ai toujours été très soucieux du bien commun qui est souvent au cœur de l'entreprise, puisque l'entreprise est un des acteurs les plus efficaces pour le bien commun. Comment est-ce que, suite à cette rencontre et les premières discussions que vous avez eues ensemble, vous avez eu le sentiment qu'il y avait quelque chose de plus grand à monter, et quels ont été les tout premiers chantiers que vous avez mis en place ? Alors, juste avant le chantier, on a vu surtout le dégât de la bombe qui a été celle de cet article de Libération qui était « Jeunes de France, barrez-vous, l'avenir est ailleurs ». Et ça, on s'est vraiment regardé en disant « Notre pays nous a élevés, nous a éduqués, nous a formés, nous a soignés. Comment peut-on laisser tomber ce pays comme ça en disant à la jeune génération de partir ailleurs pour gérer leur vie ?» Et très vite, on s'est dit « Il faut qu'on fasse quelque chose ». Et comme Clara a un don magnifique sur l'écriture, on en parlera peut-être plus tard, elle s'est dit je vais faire un poème comme une lettre à ma grand-mère. Souvent, on s'aperçoit que finalement sa grand-mère, on l'adore. Et notre pays, la France, on l'aime, et on a créé avec Clara. Clara a écrit un texte qui s'appelle j'aime mon pays.fr,
que on peut peut-être retrouver. Il doit y avoir 437 lecteurs. Enfin, ça n'a pas été très très loin. Et puis on a eu d'autres imaginations très loin avec des camarades de jeu où on voulait mettre j'aime mon pays.fr sur tous les avions d'Air France. On voulait faire un grand spectacle musical sur le Champ de Mars. Enfin, tu vois, on a été assez loin. Donc c'est ça ce qui a été au départ. C'est comment peut-on ne pas aimer un pays dans lequel on vit. Et partant de cela, qu'est-ce que vous avez fait ? Alors d'abord, après ces idées qui sont formidables, mais pour lesquelles on n'avait pas forcément le talent nécessaire, on s'est dit que on est tous les deux des rêveurs, mais en même temps, on aime bien réaliser nos rêves. Et on s'est dit quel rêve on peut réaliser. Et à l'époque, c'était le début de la Startup Nation. Il y avait quelques entrepreneurs qui démarraient. Il y avait des Michel et Augustin. Et on s'est dit, nous, notre rôle en tant que chef d'entreprise, moi j'étais dirigeante d'entreprise, Gonzague était investisseur, c'est d'aider les entrepreneurs. Et on a créé Raise sur une idée assez simple, qui était qu'on allait donner, nous, 50% de ce qu'on gagne, de ce qu'on appelle notre super profit, qui dans le jargon s'appelle le carry d'interest, à une fondation pour l'entrepreneuriat. Et pendant le temps où on a construit Raise et on a essayé d'obtenir les autorisations du ministère des Finances et tout ça, on a interviewé énormément d'entrepreneurs pour comprendre là où ils avaient des besoins. Et ce qu'on a compris, c'est que créer une entreprise en France, c'est pas très difficile. Enfin, en tout cas, c'est pas moins difficile que dans d'autres pays. Tenir un an ou deux, ça va. Mais la mortalité entre 2 et 5 ans, elle est de 50%. Mmh. Quelquefois pour de bonnes raisons, mais souvent pour des mauvaises raisons. Parce que un entrepreneur, il peut pas tout savoir, il peut pas être omniscient, il n'est pas le meilleur recruteur, il n'est pas le meilleur pour faire le pitch pour le financement, il n'est pas le meilleur, enfin il peut pas être meilleur partout. Et donc on s'est dit, on va créer un fonds de dotation qui va s'occuper du 2-5 ans avec un financement majeur qui est un prêt d'honneur à 100 000 euros, à taux zéro, 2 ans de différé, qui soit vraiment un peu game changer et qui permet de tenir le temps de faire les levées, et surtout énormément d'accompagnement. Et pour financer tout ça, on s'est dit qu'on allait aussi essayer d'adresser une question qui était majeure à l'époque, qui l'est encore, mais qui est que les PME françaises n'étaient pas assez internationales, pas assez capitalisées, et trop petites par rapport au marché allemand. Et donc on est allé voir les grandes réussites françaises. Gonzague a acheté un scooter. Moi je me suis mis derrière. On a fait 105 rendez-vous et au bout de quelques mois, on avait 56 actionnaires qui ont accepté de mettre de l'argent dans notre société de gestion pour investir auprès des PME du capital patient, long terme, bienveillant, rentable et minoritaire. Tout ce que les fonds ne faisaient plus parce que tout le monde fait du LBO, parce qu'on gagne plus d'argent avec du LBO. Mmh. Et que nous, on allait donner 50% de notre carry à une fondation pour l'entrepreneuriat. Et c'est comme ça qu'on a démarré. C'était vraiment là où Gonzague dit que nous, on voulait changer le monde. En fait, on voulait aider notre pays en donnant à ceux qu'on admire. Quelles étaient les réactions ? Tu parles, ça c'est quand même incroyable. Si vous êtes allé voir une centaine de personnes et que la moitié a investi, c'est incroyable. Quelle était la vision que vous étiez donnée au départ et pourquoi est-ce que vous pensez qu'ils aient adhéré à cette vision tout de suite ? D'abord, ils ont adhéré à cette vision parce que le momentum où on a été les voir en 2012-2013, c'était un moment où on était quand même en plein French bashing et que eux étaient des entrepreneurs avant tout, même si c'était des patrons de grands groupes, ils n'étaient pas forcément actionnaires de l'entreprise. Et donc, ils étaient très sensibles à ça. Et je pense que un patron de boîte, vous savez, quel qu'il soit, que ce soit un patron de grand groupe ou un patron d'une entreprise ETI ou PME, c'est quelqu'un qui a du cœur. Et quand il sent qu'il y a des gens qui ont une idée nouvelle pour aider le pays, pour créer des emplois, parce que finalement, pour créer des emplois, il faut créer des employeurs. C'est assez simple, hein. C'est une formule d'Émulier, d'ailleurs. On a touché quelque chose qui les a vraiment attirés. Et puis en plus, je pense que l'écosystème qu'on a créé avec Clara, et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, on est quand même maintenant à une taille qu'on n'avait pas imaginée à l'époque, est un écosystème fondamentalement vertueux. Et comme il est simple, et qu'on leur a dit c'est pas vous qui donnez mais c'est nous, et que nous plus on gagne grâce à l'argent qu'on pourra vous restituer et investir dans les bonnes entreprises, plus on pourra donner et plus on pourra aider notre pays.
Bon, finalement, ils se sont dit, c'est assez simple. Et la chance que l'on avait, c'est qu'à l'âge où on a créé notre boîte, parce nous sommes des start-upers seniors, on avait une certaine crédibilité, et que celle de Clara, la mienne, a fait que ça, plus ça, plus ça, plus ça, le cœur des entrepreneurs qu'on a rencontrés ont parlé, et ils ont vite dit oui, sans nous challenger sur notre track record, etc. 3 mots, Clara l'a dit, citoyen, bienveillant et rentable. Voilà, on va faire un truc citoyen, bienveillant et rentable. Et ça a marché. Et aussi. Alors, vous êtes parti sur un mode de gestion qui est assez atypique. Dans le milieu des startups, c'est des co-CEO, donc un duo de 2 managing partners du fonds. Comment est-ce que vous pensez, du fonds, de tout l'écosystème, comment cette dynamique, elle influence la prise de décision au sein de Raise par rapport à ce que vous avez chacun connu dans vos expériences professionnelles passées? Oui, surtout que nous, on était 2 chefs papous. Moi, je dirigeais General Electric, il y avait 15 000 personnes. Toi, tu avais t'as créé Equistone qui gérait 5 milliards. Donc, on pouvait penser que c'était pas évident de mettre dans la même pièce, dans le même bureau, un binôme de personnes qui ont l'habitude de prendre les décisions toutes seules. D'abord, nous, Gonzague dit souvent, tout est mieux à 2. Nous, on a découvert que le fait de diriger à 2, ça oblige au dialogue. C'est-à-dire qu'on ne prend aucune décision tout seul. Et dès qu'on dialogue avant de prendre une décision, on la prend de façon plus intelligente et plus pertinente. Et comme on sait qu'on est très différents, puisqu'on est un homme et une femme, on ne vient pas des mêmes parcours professionnels, on a beaucoup de respect pour l'avis de l'autre, parce qu'il apporte un regard que soi-même on n'a pas. Et l'autre élément qui était essentiel pour nous chez Raise, c'était la parité. C'est-à-dire que on se voyait pas, Gonzague et moi, créer une nouvelle entreprise sans que la parité soit au cœur du modèle. Et donc la parité, c'est dans le recrutement, mais c'est aussi dans la direction. Et on s'est dit, nous, on aime beaucoup travailler ensemble. Bon, c'est sûr que nous, on s'est choisis, mais on va gouverner en binôme. Ce qui fait qu'ici, personne ne peut dire « je, c'est grâce à moi ». C'est toujours nous. Et quand c'est difficile, on se serre les coudes parce que la décision, elle a été prise par nous. Elle a été prise ensemble. Et ça crée une ambiance qui est complètement différente. Et la parité fait que, au début, il pouvait y avoir encore... quelquefois des réflexes sexistes en disant mais c'est parce que c'est un garçon, c'est parce qu'il réagit comme ça, c'est une fille, elle réagit comme ça. Et maintenant, en fait, on est... c'est chaque individu... Enfin, moi, j'adore cette chanson de Mathieu Chédid qui dit « Je ne suis pas un homme, je ne suis pas une femme, je suis une âme ». Et au fond, ici, chaque personne vaut par ce qu'elle est dans sa complétude et c'est pas... et tout ce qui la compose n'est pas simplement le fait que c'est un homme ou une femme. Et pour nous, ça donne une richesse humaine qui est essentielle parce qu'on demande quand même aux gens de donner 50% de leurs bénéfices quand il y a du charisme. Donc ça veut dire qu'il faut des gens qui aient envie d'être entrepreneurs parce qu'on a démarré à 2, mais maintenant on est une petite centaine et ça, la croissance, elle s'est faite grâce à l'âme entrepreneuriale de chacun des collaborateurs. Et elle se fait aussi grâce à cette envie de donner du sens à ce qu'on fait. Gonzague, tu veux ajouter quelque chose ? Non, je pense tu as tout à fait bien décrit ce management à 2. Il y a aussi des petites règles qu'on s'est fixées. C'est que tous les matins, on prend 10 minutes, un quart d'heure, tous les 2, pour se parler de tout. Alors ça peut être aussi les week-ends avec les petits-enfants, parce qu'on est tous les 2 des grands-parents, mais ça peut être aussi, tu m'as énervé hier parce que t'as trop parlé, ou j'ai pas assez parlé, ou est-ce que tu crois que... Enfin bref, mais c'est un rituel fondamental. Voilà. De pas commencer une journée, quand on est ensemble ou quand on s'appelle, avec les 10 minutes de mise à zéro, de reset. On efface ce qui était pas bon la veille et on jubile de ce qui était bon la veille et on se prépare sur la journée. C'est vraiment un rituel que je conseillerais à beaucoup d'entrepreneurs associés. C'est rien 10 minutes un matin. Oui. Donc commencer par ça, c'était très efficace. Très intéressant, très frais. Alors maintenant, l'écosystème a vachement grossi par rapport à mon épisode 2 avec Aglaé. On est sur une équipe, pas uniquement en France, mais dans 2 autres pays. J'aurais aimé que vous nous dressiez un petit état des lieux de l'écosystème Raise aujourd'hui. À quoi ça ressemble ?
Tu veux continuer, t'as le micro ? Oui, alors, l'écosystème de Raise, il faut imaginer que nous, on a le sentiment que la philanthropie, quand elle est personnelle, quand elle est faite avec un individu, elle est toujours beaucoup plus forte en valeur relative des revenus de la personne. Je veux dire par là que quand vous donnez 10 000, 20 000, 30 000, 5 000, 100 euros, peu importe, c'est souvent en valeur relative de vos revenus assez important. Quand on regarde un grand groupe ou une entreprise qui a une fondation, elle donne 0,2%, 0,1%, 1%. Et nous, notre challenge, et je pense que c'est ce qu'on a réussi, et c'est un peu l'image qu'on aimerait avoir de Raise, c'est qu'on transmet cet esprit philanthropique, cet esprit de mécène, de partage, de l'individu à l'entreprise. Et je pense que la plus belle réussite qu'on a, Clara et moi, avec nos équipes, c'est que on a commencé il y a 10 ans, et aujourd'hui, on a réussi à créer un fonds dans lequel les institutions, Investir pour l'enfance, dans lequel les institutions, qui sont le Crédit Agricole, Caisse des dépôts, AXA, Covea, donnent 50% de leurs gains. Comme nous le faisions à l'époque, il y a une dizaine d'années, à titre individuel. Donc Raise, si j'avais l'image de donner de Raise, c'est bien sûr 100 personnes, c'est bien sûr 2 milliards, c'est bien sûr, mais c'est surtout un supplément d'âme qui se déplace de plus en plus vers l'entreprise qui est la plus efficace pour aider son environnement, le bien commun, la société. Voilà. Ça dissémine. Voilà, oui. Absolument. Et si on veut faire un panorama de Raise, au début, quand on a commencé, on s'était dit, si on arrive à lever 150 millions, ben on va pouvoir... On va pouvoir y aller. Hein. Pendant 2 ans, on ne s'est pas payé pour créer Raise. On a monté des meubles Ikea. Enfin, on a fait comme tous les entrepreneurs. Hein. Et puis, on disait que le Graal, ce serait 300 millions. Maintenant, on est à 2 milliards. On espère être à 3 milliards dans 2 ans. Et ce qu'on a essayé de faire, c'est vraiment d'être les pionniers des besoins de notre temps. Quand on a démarré, le besoin, c'était les PME françaises qui étaient, comme je l'ai dit tout à l'heure, trop petites et pas assez internationales et pas assez capitalisées. Très vite, on a compris que grâce à la fondation, on avait la possibilité de financer les startups. Et donc, on a créé un fonds venture et puis un fonds Seed for Good avec vraiment l'intention d'aider les startups qui changent le monde, qui sont vraiment dans l'environnement, dans le social, qui sont bien sûr en s'appuyant sur la tech, mais qui permettent à notre monde de basculer dans une autre, dans une autre civilisation, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, d'intégrer la planète dans notre façon de vivre et de penser. Et puis, très vite, on s'est rendu compte que l'impact existait en France. Il y avait des fonds qui existaient sur l'impact, mais qui étaient toujours des fonds venture parce qu'ils étaient petits. Et ce qu'on a créé, qui est différenciant, c'est qu'on a créé un fonds impact, Aglaé a dû très bien l'expliquer, qui est un fonds qui s'adresse aux PME qui ont été en avance de phase, qui ont compris avant tout le monde que l'impact, la transition énergétique, la transition agricole, l'économie circulaire, le social, était l'avenir. Et c'était d'autant plus l'avenir que c'était une case que les entreprises n'avaient pas regardée. Donc il y a un potentiel d'innovation, un potentiel de nouvelles façons d'agir qui est juste gigantesque parce que ça n'avait pas été exploré. Bon, maintenant ça fait 10 ans, mais quand nous on a commencé à permettre à ces PME de se financer avec des montants qui allaient de 30 à 40 millions d'euros et qu'elles ne trouvaient pas cet argent, on a vraiment craqué quelque chose. Et là, maintenant, on s'oriente vers un autre sujet qui nous semble absolument majeur, qui est que, avec la réglementation européenne, la fameuse CSRD sur en gros la décarbonisation de notre économie, de nos économies, qui est indispensable, les grands groupes peuvent à peu près gérer ce qu'on appelle le scope 1, le scope 2, c'est-à-dire ce qu'ils font eux-mêmes, mais la plupart des grands groupes, pour tout ce qu'ils font, il y a entre 70 et 90% qui est fait par des sous-traitants ou par leurs clients, ouais, et qui doivent être intégrés dans ce calcul de l'impact de la décarbonation de ces grands groupes. Et aujourd'hui, on a un vivier de PME européennes qui ne peuvent pas financer cette transformation parce que quand on fabrique des briques, changer complètement son système de chaleur
ça va pas faire vendre plus de briques. Ouais, c'est évident. Mais pourtant, il faut le faire, parce que sinon, on n'en vendra plus. Donc, il y a aujourd'hui, dans les années qui viennent, un besoin immense de financement de la transformation industrielle, la transformation agricole, de la façon dont on produit les biens et les services, de façon à respecter la décarbonation et la transformation. Et aujourd'hui, les fonds d'infrastructure, ils fabriquent des énergies nouvelles, ce qui est très bien. Il nous faut plus de batteries, il nous faut plus d'énergie solaire, il nous faut plus d'énergie décarbonée, incontestablement. Mais personne n'adresse ce sujet-là. Donc nous, on vient se pluguer vers les solutions que les grands groupes offrent, parce que les grands groupes offrent plein de solutions, vers les besoins qu'ont les grands groupes d'avoir des fournisseurs qui soient capables de répondre aux spécifications, et vers, j'allais dire, d'une certaine manière, la survie des PME européennes qui vont devoir répondre à ça et qui n'ont pas le financement rentable, parce que c'est pas rentable pour eux. Ça sera rentable si c'est financé avec du CAPEX. En fait, c'est du CAPEX. Si c'est financé sur 10-15 ans, ça va. Mais ils peuvent pas aujourd'hui, avec juste de la dette, financer quand ils ont... C'est clair. Voilà. Donc c'est ça qu'on essaie de faire. Donc on a, nous, notre raison d'être, c'est pas seulement d'être généreux, parce que la générosité, elle est au cœur de notre modèle. C'est pas seulement de faire la parité, c'est pas simplement de mesurer l'impact, mais c'est vraiment d'innover pour le bien commun, comme Gonzague l'a raconté sur Investir pour l'enfance, mais d'innover en comprenant les enjeux qui sont devant nous et qui risquent de faire un backlash sur ce qu'on doit absolument faire. Et c'est ça qu'on essaie d'adresser. Est-ce que vous avez du soutien, par exemple, de l'Europe, au travers du FEI, qui investit ou pas dans Raise ? Parce que c'est au cœur du problème. C'est-à-dire que c'est sympa de mettre en place des réglementations hyper contraignantes pour les entreprises, mais derrière, il faut accompagner et financer. Est-ce que l'Europe répond à ce besoin également, au travers du FEI, par exemple ? On a mieux que le FEI, puisqu'on a Aglaé qui est issu de la BEI, donc c'est encore mieux. Non, mais on va leur demander, on est en cours, on va essayer de leur demander, on aimerait bien avoir le soutien de l'Europe. Et la difficulté que l'on a, c'est que pour l'instant, des institutions comme le FEI ou la BEI ou l'Europe, des institutions publiques, comprennent pas exactement ce qu'on fait. Parce qu'on coche pas les bonnes cases. Comment ça se fait ? Enfin, je veux dire, vous donnez 50% de votre caride, mais attendez, où est la motivation ? On est en train de travailler pour essayer de les convaincre de venir nous accompagner et nous soutenir, surtout qu'on voudrait être plus international. J'aimerais que vous nous parliez des lieux d'innovation. Il y a le domaine La Plume et Raise Lab. Alors moi, je connaissais Raise Lab, mais pas domaine La Plume. Donc j'aurais aimé que vous preniez 5 minutes l'un ou l'autre pour nous expliquer ce que c'est. Oui, alors la Plume, c'est lié à l'envie qu'on avait en se disant que si on veut changer le monde, il faut se changer soi-même. Et que nous, on avait la chance de connaître pas mal de dirigeants et d'entreprises et de pouvoir leur offrir un lieu qui est un lieu qui est en pleine montagne, dans la vallée de l'Estéron. C'est une sorte de petite Corse intérieure, c'est absolument magnifique, où il y a une ferme de permaculture et où on peut se ressourcer avec ses équipes et repenser sa stratégie, sa façon de faire, avec la nature qui est omniprésente et qui est le meilleur professeur qui soit, puisque elle se transforme et elle s'adapte depuis plus de 4 milliards d'années. Et c'est pour ça qu'on a découvert ce lieu et qu'on l'a créé, avec cette idée que quand vous êtes dirigeant et que vous voulez vous ressourcer, vous allez peut-être faire du cours du yoga, vous allez faire de l'escalade et tout ça, du trail. Mais comment vous reconnectez ça à votre métier ? Quand on rentre, comment on fait ? Et là, dans le domaine de la plume, et là, par exemple, on avait Blue Like an Orange de Bertrand Badré qui a passé quelques jours chez nous. Et en fait, c'est un lieu qui est tellement inspirant en soi. Et puis les activités qu'on propose, les activités de randonnée, les activités de jardinage et tout ça, qui fait que ça aide la personne à se transformer par elle-même. Et comme les dirigeants sont des gens intelligents, l'immersion est un moyen très puissant de transformation. C'est ça qu'on a essayé de faire dans le domaine de la plume. Et c'est un peu en lien d'ailleurs avec ce qu'on fait avec Raise Lab, parce que comme on a la Fondation Raise Sherpa et qu'on a beaucoup de liens avec les grands groupes qui sont actionnaires chez nous, Raise Lab, c'est vraiment le lieu où on repense l'innovation partagée des grands groupes et des startups. Donc
Si on devait résumer Raise, c'est vraiment un écosystème qui essaye de à la fois transformer les entreprises, nous transformer nous-mêmes et de transformer les dirigeants pour être aptes et en avance de phase pour changer le monde de demain. Tu as tout dit, juste sur Bertrand Badré qui a été passé. Il nous a envoyé un SMS et il nous a mis « Je suis aux anges ». Donc c'est quand même symptomatique. Le patron d'un fonds, ancien directeur financier de la Banque mondiale, qui dit « Je suis aux anges ». Et je pense que la plus grande fierté qu'on a avec la Plume, c'est que tous les gens qui y sont passés, la Maïf, Hermès, Chanel, et puis plein d'autres gens, et Bertrand Badré, à chaque fois ils sortent en disant « Mais on repart pas comme avant. On retrouve un peu l'essentiel, on se recentre ». Alors c'est un peu des images un peu classiques où on entend tout le monde dire mais pour être meilleur il faut mieux se connaître, etc. Mais vraiment, vous êtes au cœur de la nature, vous avez une vue à 25 km, voilà. Et quand on a créé Raise très vite, on voulait à chaque fois, on s'était dit pourquoi ne pas racheter en face du siège de Raise un bar. Pour que les gens se rencontrent. Donc on va assez loin dans. Il faut le faire. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Génial. Alors il y a un point que ni l'un ni l'autre n'avait évoqué, c'est l'entrepreneuriat féminin. C'est un sujet que vous supportez. Alors Clara, je pense que je vois que tu prends le micro, ça m'intéresserait que tu creuses un petit peu les actions qui ont été entreprises pour soutenir cet entrepreneuriat qui peine à être financé dans tous les écosystèmes qu'on voit un peu partout en Europe. Oui, alors j'ai beaucoup parlé de la parité et c'est sûr que nous, on a un rôle très important dans nos participations pour renforcer la parité. D'abord, dans les prêts d'honneur que nous faisons, on a plus de 30% des prêts d'honneur, de l'accompagnement qu'on fait, qui est vis-à-vis des femmes entrepreneurs, de même dans les entreprises dans le venture dans lequel nous investissons. C'est beaucoup plus que la moyenne, puisque la moyenne, c'est 10%. Et donc, et on participe aux actions de Sista. Enfin, on est très, très impliqués dans l'entrepreneuriat au féminin parce que, on se rend compte que l'entrepreneuriat au féminin ouvre des portes qui n'étaient pas ouvertes avant, quoi. Donc oui, c'est un sujet qui est majeur pour nous. On a la chance d'avoir à la tête de nos équipes toujours des femmes, puisqu'on a un binôme homme-femme, ce qui fait que les entrepreneuses féminines se sentent beaucoup plus en confiance chez nous que dans un autre fonds qui est un peu géré de façon militaire, en costard. Donc ça nous donne aussi des atouts, et on le voit bien, par exemple, vous l'avez vu avec Aglaé, qui co-dirige avec Serge l'Impact, ça nous donne aussi la possibilité d'adresser des entrepreneuses ou des entrepreneurs qui n'oseraient pas aller dans une société de gestion classique avec l'image que peut avoir le fonds d'investissement hyper sévère qui fait que le relevé des compteurs, etc. Puisque nous, on fait aussi énormément d'accompagnement. On a des operating partners, mais pas simplement sur les questions de la diversité ou de la raison d'être, mais aussi sur le digital, sur le ESG. Enfin, on apporte beaucoup de savoir-faire aux participations qu'on accompagne. Merci. Gonzague. Oui, juste un mot. Ce sont les hommes qui font la meilleure promotion de l'entrepreneuriat au féminin parce que, bien sûr, dans notre profession du private equity, on en fait la promotion puisque nous sommes à parité et qu'on essaye de faire une publicité là-dessus, dans nos participations. Et ce qui est étonnant, c'est que dans les participations, ce sont les hommes qui ont le premier réflexe de dire « mais où sont les femmes ?» Et donc, je pense que c'est à nous de changer avant tout le monde. Et je pense qu'on est les meilleurs que vous, mesdames, pour faire la promotion de l'entrepreneuriat au féminin. À bon entendeur. Alors, vous avez ouvert les bureaux à Londres et Munich. Donc, j'aurais aimé un peu qu'on creuse sur les prochaines étapes de Raise et l'internationalisation et la façon dont vous approchez en fait ces différents écosystèmes, le go-to-market pour vous faire connaître auprès de ces entrepreneurs. Est-ce que c'est drivé depuis Paris ? Est-ce que vous avez des équipes locales ? Comment ça se passe ? Quand un entrepreneur vient vous voir parce qu'il cherche des capitaux ou qu'il a un problème de transmission,
il ne va pas demander exactement quel est le montant que vous avez sous gestion. Il dit qu'est-ce que vous apportez, comment vous gérez la participation, combien de temps vous restez actionnaire chez nous, qui va suivre notre participation, est-ce que vous êtes présent à l'étranger. Et c'est là où nous, on a le sentiment que on a besoin d'avoir un drapeau planté à l'étranger pour l'amont et pour l'aval. Alors pour l'amont, parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs étrangers qui peuvent investir dans notre business model, et on en est toujours demandeur, puisqu'on est toujours à lever de l'argent. Et pour l'aval, c'est que pour les entreprises, on a besoin de démontrer qu'on est capable d'être aussi branché sur l'écosystème, pour l'instant allemand et anglais, mais quand on est en Allemagne, on est proche d'autres pays plus dans le nord, et quand on est en Angleterre, on peut avoir accès aussi à beaucoup d'investisseurs. Je pense que la démarche de l'étranger, c'est arrivé parce que on peut pas raisonner que France. Quand on est un entrepreneur, il n'y a pas une seule de nos entreprises qui n'exporte pas. Et on peut pas raisonner que France. Et en plus, comme on est aussi dans le monde de la parité et de la diversité, je pense que si on pouvait rencontrer, imaginer, on l'a déjà fait un petit peu, un écosystème équivalent dans d'autres pays, avec des approches différentes, avec des mentalités différentes, avec des réflexes et des connaissances différentes, je pense que on apprendra et on grandira aussi différemment. Et puis aussi, on aime toujours être un peu en avance de phase. Et enfin, si on n'imagine pas une croissance pour une entreprise, de dire je veux aller plus haut, plus grand, plus loin, c'est pas très intéressant pour les hommes et les femmes qui la constituent. Et concrètement, comment ça se passe ? Oui, alors ce que je voulais juste rajouter, c'est que déjà, si on regarde nos participations, plus de 57% de leur activité sont à l'international. Donc, comme l'a dit Gonzague, les accompagner à l'international, on a beaucoup de relais à l'étranger. Bon, c'est pas nous, mais c'est des relais qu'on a de par notre expérience, de par les personnes qu'on connaît. Et là, ce qu'on est en train de mettre en place, parce qu'on est quand même une jeune maison, c'est à la fois, on a un Allemand qu'on a recruté, qui est à Munich, on a un Américain aussi. Et ce qu'on essaye de faire, c'est nouer des partenariats locaux, y compris avec des gens qui peuvent nous aider sur les deux aspects, comme l'a dit Gonzague, l'amont et l'aval, c'est-à-dire sur la levée de fonds, qui est indispensable, et sur les investissements. Alors, on a déjà fait quelques investissements à l'international. On est au début de cette démarche à l'international. Ça va prendre du temps, mais on est convaincu que c'est absolument indispensable, notamment pour le développement de Raise Impact et de Raise Infrastructure. Et en termes de grands projets, est-ce que vous pourriez esquisser les grands projets qui attendent Raise pour les 10 prochaines années ? Alors, je vais commencer, puis je laisserai Gonzague continuer. Je pense que ce qui est très important, c'est que tous nos projets qui sont venus au fur et à mesure, ils sont venus pour deux raisons. La première, c'est qu'ils collaient à notre raison d'être. Et deuxièmement, c'était des rencontres. Donc, certes, on aime bien imaginer le futur, mais on aime bien aussi prendre les opportunités comme elles viennent. C'est-à-dire que le Fonds Impact, il est venu plus tôt parce que on a fait une rencontre avec la Fondation de France, qui a été notre premier gros investisseur et qui nous a permis de le faire. Si on n'avait pas eu la Fondation de France, ça aurait mis plus de temps et tout ça. Donc c'est difficile. On n'est pas là avec une cartographie exacte en disant on sera à 3 milliards, à 5 milliards, à telle date. On n'est pas dans une stratégie très structurée, même si effectivement Raise sera à 3 milliards fin 2026, sera sans doute à 5 milliards en 2030. C'est la loi de la croissance. En tout cas, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Mais l'orientation que prend Raise aujourd'hui, c'est ce qu'a expliqué Gonzague tout à l'heure et qui nous semble fondamental, c'est de passer de la générosité personnelle des collaborateurs de Raise à entraîner la générosité des institutionnels et des investisseurs pour relier de façon assez massive le monde associatif et le monde de l'investissement qui gagne beaucoup d'argent et qui partage cette richesse pour aider l'excellence dans certains pôles. Alors ça pourra s'adresser à plein de sujets. On est en train d'y travailler. Là, on l'a fait sur Investir pour l'enfance. Et ce qui a été absolument magique, et Gonzague en parlera encore mieux que moi, c'est qu'on a levé 40 millions d'euros en quelques mois et qu'on a 15 sociétés de gestion qui y participent, on a une dizaine d'investisseurs. Donc, cette capacité à entraîner et à démontrer que mettre de la générosité dans le business, ça apporte au business, pas simplement à ceux qu'on aide. C'est vraiment ça qu'on aimerait avoir réussi. Merci.
Oui, grand projet dans 10 ans. Quand on voit ce qu'on a réussi avec Investir pour l'enfance, je fais un petit écart en vous donnant des chiffres. On a été voir une grande institution, peu importe son nom, qui généralement donne 100 000 par sa fondation, 100 000 euros à l'Institut Imagine. 100 000 euros. La même institution, on a réussi à la convaincre de donner 2,5 millions d'euros. Alors comment ? Alors, c'est très simple. On lui a dit, plutôt que de donner comme ça, en venant un peu de nulle part, tu vas investir 5 millions d'euros chez nous. Nous, on espère, avec la qualité des sociétés de gestion qui sont nos partenaires, de faire 2 fois la mise, enfin de vous faire réaliser un peu plus de 5 millions d'euros de plus-value. Et par contre, sur ces 5 millions d'euros, vous allez en donner la moitié à l'Institut Imagine. Ça lui a posé aucun problème. Donc, avec notre idée, on est passé de 100 000 euros à 2,5 millions. Et tout le monde est content. L'Institut Imagine, vous imaginez, et Espérance Banlieue aussi. Les collaborateurs de cette institution, parce qu'ils participent à ça, ils ont été visités Espérance Banlieue, ils ont été visités Institut Imagine. Les équipes de gestion qui nous ont rejoints, le club dont parlait Clara, de 10, 12 ou 15 sociétés de gestion, ils sont ravis et ça les intéresse, et eux aussi. Et puis nous, on est ravis. Donc, ça nous fait réfléchir à des grands projets pour les 10 années qui viennent. Et je pense que si nous pensons, avec Clara et des collaborateurs aussi d'ici de Raise, que si grand projet il y a, bien sûr, il va y avoir continuation de l'impact, continuation de Raise Invest, continuation de Raise Infra, continuation de Raise Venture, de Raise Immobilier, mais il va y avoir un énorme pôle qui sera un pôle hébergé par Raise, qui sera le pôle de partage des grandes institutions et des grands groupes, assis sur notre métier. Et ça pourrait prendre des proportions très importantes. On a quelques idées. En fait, l'idée, c'est que nous, on a organisé la générosité en interne, c'est-à-dire que nos fonds à nous, par essence, les équipes donnent de leur carrière pour la Fondation Raise Sherpa. On a oublié de le dire, la Fondation Raise Sherpa, elle a vu 5000 startups, elle a 60 millions sous gestion, donc c'est une grosse fondation pour l'entrepreneuriat. Elle a des gros moyens d'action. Et par ailleurs, on va, comme l'explique très bien Gonzague, on va devenir un acteur qui fédère les autres acteurs et qui vont faire pareil. Et si on arrive à garder la croissance de Raise et de développer ce pôle de fédération des autres acteurs qui mettent la générosité au cœur de leur démarche, avec des partenariats très solides avec des associations ou des actions qui sont porteuses d'excellence pour la France. Et vous avez plein de sujets. Nous, on a fait Investir pour l'enfance, c'est l'éducation avec Espérance Banlieue, mais Imagine, c'est le génie génétique, c'est la santé. On peut avoir plein d'autres sujets qui peuvent être abordés de cette façon-là et qui font que la générosité ne transite plus par l'État. C'est nous qui l'organisons et on peut choisir où on donne en direct. Non pas que je sois contre l'État, c'est très bien, mais ça ne peut pas être le seul canal de redistribution de la générosité parce que du coup, ça s'appelle la solidarité. Et du coup, on dit j'ai payé mes impôts, donc ça y est, je suis solidaire. Alors que de pouvoir être acteur, ça se passe comme dans la cour de récréation, quand vous avez un enfant qui est précoce et qui sait faire le puzzle avant tout le monde. Soit il devient casse-pied parce qu'il embête les autres, soit vous lui demandez d'aider les autres à faire le puzzle. Et c'est ça qu'il faut qu'on fasse, c'est-à-dire que les gens qui sont meilleurs, plus doués, meilleurs, je ne parle pas en qualité, mais qui sont plus doués pour faire certaines choses, si vous leur donnez la chance de pouvoir retransmettre leur qualité, non pas pour simplement leur propre profit, mais pour pouvoir en faire bénéficier les autres, ils sont 2 fois heureux. Très juste. On arrive à la fin de la discussion. J'aurais aimé que vous nous partagiez l'un et l'autre les grands apprentissages de ces 10 ans d'entrepreneuriat de votre côté, sachant en plus tout le background dans des gros établissements auparavant. C'est quoi les 2-3 points qui vous ont marqué l'un et l'autre et éventuellement les conseils que vous pourriez donner à nos auditeurs qui sont entrepreneurs? Le premier, c'est l'admiration. Moi, ce que j'ai tous les jours, c'est une admiration extrêmement profonde, alors bien sûr pour mon associé préféré, mais aussi pour les collaborateurs et leur énergie et leur envie de faire avancer Raise et d'y croire.
et surtout pour les entrepreneurs et les entrepreneuses que nous rencontrons, qui ont une capacité d'inventer le monde de demain et d'être dans un métier où vous avez cette chance d'être là pour les aider à grandir, c'est juste extraordinaire. Donc, d'abord l'admiration. La deuxième, c'est la chance de travailler pour demain, pour d'être un peu à notre toute petite échelle, les bâtisseurs de ce que demain devrait être, ce qu'on appelle le bien commun. Et puis, la dernière, alors là, qui est quand même plus personnelle, c'est que quand vous êtes entrepreneur ou entrepreneuse, comme on est Gonzague et moi, on a une liberté d'action. Moi, je vois la plupart de mes collègues, si je puis dire, que j'ai connus, ils partent à la retraite parce qu'ils ont le coup près, leur mandat n'est pas forcément renouvelé alors qu'ils ont fait un travail excellent, enfin ils sont dépendants d'autres. Nous, on est, évidemment, on a la sanction de la réussite et de la performance, c'est sûr, il faut c'est pas pour ça qu'il faut pas qu'on travaille beaucoup et qu'on réussisse, mais quand même, l'envie d'agir n'est pas freinée par quelqu'un qui va vous dire en fait, toi, tu te ranges des voitures, c'est terminé. Ce qui n'empêche pas que nous réfléchissons beaucoup déjà à la transmission et à la façon dont nous allons... notre rêve pour Gonzague et moi, c'est que Raise soit très grand dans 10 ans, mais que ça ne soit pas grâce à nous. Et alors le conseil, je demande juste encore un petit conseil, si tu as un conseil à donner aux auditeurs. Le conseil, c'est un conseil très con, hein, mais c'est d'être soi-même. Parce que c'est très bien d'écouter beaucoup de sources d'inspiration. C'est utile. La curiosité est sans doute une des premières qualités de notre monde. Et donc, être inspiré par les autres, être nourri d'admiration, c'est très important, mais en fait, il n'y a que soi qui peut donner 100% de soi. Donc, ne se jamais limiter à cause du regard de l'autre. Être soi. Ouais. Non, mais surtout ne pas se freiner par le regard de l'autre. Moi, j'ai une culture danoise. Et ça m'a beaucoup aidée parce que dans la culture danoise, il y a une forme de simplicité qui fait que les autres peuvent penser du mal de vous. En fait, c'est leur problème. Sauf si, évidemment, vous avez fait quelque chose de mal. Mais vous n'êtes pas empêtré dans le jugement d'autrui. Et comme en France, on est un pays merveilleux, mais on a quand même cette tendance d'être toujours critique, de juger, de critiquer et tout ça, s'enlever ça, on s'en fout de ce que pensent les autres. Il faut juste avancer. Merci. Alors, l'admiration, je partage, mais comme tu me l'as prise, moi j'ai une autre idée, c'est utilité. Moi, j'ai été frappé, bien sûr, par cet article, comme Clara, de Libération, Jeunes de France, barrez-vous, mais j'ai été aussi frappé par mon ennemi, c'est la finance. Et je pense que inconsciemment, beaucoup de gens pensent que la finance, c'est pas quelque chose de bien. Et ils ont parfois pas tort quand elle n'est utile que pour elle-même. Alors donc moi, c'est utile. J'ai le sentiment que pendant ces 10 années, on a été très loin dans l'utilité, d'être utile, me sentir utile, et de sentir que finalement l'écosystème qu'on a créé, 10 ans après, il nous a un peu dépassé, il a été plus loin que ce qu'on avait imaginé, et je pense que chaque personne chez Raise se sent vraiment utile. Ils n'ont pas un métier, ils ont une mission. Nous sommes entreprise à mission, et notre métier est au service de notre mission. Et d'avoir craqué ça avec ce supplément d'âme et les 4 engagements de notre mission, moi je suis extrêmement fier, et je pense que tout le monde en est très fier. Si j'avais un conseil à donner à un entrepreneur, je retransmettrais le conseil que m'a donné Mohamed Younous, qui avait créé le microcrédit, que j'avais eu la chance de rencontrer grâce au Crédit Agricole à l'époque, dans un déjeuner, et je lui ai dit, professeur, à la fin, je lui ai dit, professeur, est-ce que vous auriez un conseil à me donner? J'étais en train de créer le réseau Entreprendre, et il m'a dit, avec sa petite voix douce d'Indien, qui m'arrivait en dessous du menton, avec ses yeux bleus, il me dit, voir grand. Et je pense qu'un entrepreneur, s'il voit pas grand, il peut voir pas juste, mais il faut qu'il voit grand. Il peut voir à côté, il peut se tromper, il faut qu'il pivote, mais qu'il voit grand. Parce que quand on regarde en bas, franchement, les gens qui marchent et qui regardent dans le ciel, ils vont quand même plus loin, franchement, donc voir grand, voilà.
Merci beaucoup. Alors, je conclus par une recommandation de livre. Alors, hormis ton dernier ouvrage, Clara, quel bouquin tu pourrais nous recommander ? Moi, je vais quand même recommander de lire La Francigena, parce que c'est le livre que j'ai écrit sur la marche. Non, je plaisante, mais c'est comme c'est ce soir que on lance le livre. Moi, je pense on m'en a parlé, le podcast d'Étéo, que moi j'aime beaucoup. J'écoute beaucoup de podcasts. Il y en a un que j'adore et qui malheureusement est interrompu, mais il y a tellement d'épisodes qui sont formidables. Et j'adore ce journaliste que je ne connais pas personnellement, qui s'appelle Daniel Févet et qui s'appelle Le temps d'un bivouac. Alors, il est en train de reprendre un nouveau podcast. Mais respirer les aventures des autres, ça vous permet de vous créer la vôtre. Donc, Le temps d'un bivouac. Parfait, merci beaucoup. Alors moi j'ai un problème, c'est que je lis très peu parce que je veux pas être sous influence, mais je vais quand même conseiller de lire ce livre qui s'appelle La Francigena, le livre de Clara aujourd'hui. C'est très important. Je vais vous dire pourquoi. Parce que on a un collaborateur qui s'appelle Eric Kwan, qui est senior partner et qui a créé une petite start-up où en fait il fait du coaching en marchant. Donc il marche 10 minutes, un quart d'heure et il propose. Voilà. Et je pense que la marche, que j'aime beaucoup marcher, mais peut-être pas autant que Clara, dans son livre, elle nous fait danser avec ses mots, avec ses rencontres, etc. Et franchement, c'est frais, c'est presque jouissif. Et moi qui suis pas vraiment un adepte de la lecture et qui ai du mal à me concentrer, j'ai l'impression de marcher avec elle. Donc la Francigena, si vous voulez créer votre boîte, si vous voulez redevenir positif, si vous voulez reprendre goût à la vie, lisez la Francigena et je pense que ça serait ma Francigena. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. À bientôt. Merci. Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine.